Un juge rit après avoir condamné un adolescent noir innocent, puis il a appelé son grand-père, le procureur général. Avery Brooks, 16 ans, menait une vie que la plupart qualifieraient d'ordinaire, mais que quiconque le connaissait vraiment qualifierait d'extraordinaire à sa manière. Au lycée d'Eastbridge, il se fondait dans la masse, non par manque de présence, mais parce qu'il ne recherchait pas l'attention. Sa chemise d'uniforme repassée, effilochée au col mais toujours propre, n'avait d'égal que sa détermination tranquille. Il était le genre de personne à qui l'on confiait les clés du placard à fourniture, le genre de personne qui restait après les cours pour aider à effacer le tableau sans qu'on le lui demande. Il arrivait le premier chaque matin, parcourant à vélo les quartiers encore endormis, son sac à dos bien serré sur les épaules. Il le verrouillait près du placard du concierge et filait directement à la bibliothèque, où il passait les premières heures à étudier des études de cas et à rédiger des dissertations qui laissèrent son professeur d'anglais les yeux embués. Après l'école, Avery endossait un deuxième rôle, celui de bénévole communautaire. Le centre local de Belgrave Avenue avait une enseigne décollée et des lumières clignotantes, mais pour Avery, c'était un second foyer. Il donnait des cours particuliers de mathématiques à des enfants plus jeunes, principalement des collégiens qui avaient du mal à se concentrer. Avery avait une façon d'expliquer les équations qui les faisaient ressembler moins à des problèmes qu'à des énigmes à résoudre. Les enfants l'adoraient. Ils essayaient d'imiter sa façon de rentrer sa chemise dans son pantalon ou de ranger ses cahiers en piles bien ordonnées. L'un d'eux lui demandait même s'il pourrait devenir un monsieur Brooks lui aussi. À la maison, la vie n'était pas facile, mais ils étaient pleins d'amour. Avery vivait dans un modeste appartement au 2e étage avec sa mère, Regina, et sa petite sœur, Myla. Regina cumulait 2 emplois. Elle nettoyait des bureaux le soir et tenait la caisse d'une pharmacie le jour. Elle était fière, stricte et fatiguée comme seules les mères célibataires peuvent l'être. Mais son amour pour Avery et Myla allait au-delà de l'épuisement. Myla, âgée de 6 ans seulement, était née avec un retard de langage qui rendait les interactions sociales difficiles. Avery assumait souvent le rôle de traducteur, l'aidant à former les sons et l'encourageant lorsqu'elle trébuchait. Leur lien était indéfectible. Il lui lisait tous les soirs, la laissant finir les mots qu'elle connaissait, et applaudissait comme si elle avait gagné un trophée chaque fois qu'elle avait trouvé la bonne réponse. Il portait tout cela, ses devoirs, ses responsabilités, ses rêves, avec une force tranquille. Son rêve, c'était le droit. Non pas à cause de séries télévisées ou de scènes de tribunal clinquantes, mais parce qu'il croyait que l'équité était importante. Il avait vu des voisins se faire exclure pour des emplois, des camarades de classe, se faire renvoyer pour des choses dont les autres n'étaient que des avertissements. Il avait un jour dit à son professeur d'histoire qu'il voulait se mettre à la brèche pour apporter le genre de changement qui résonne plus fort que l'injustice. Alors, quand la lettre arriva, son admission anticipée au programme d'été de droit de l'université Howard, Avery ne cria ni ne dansa. Il la plia soigneusement, la remit entre les mains de sa mère et se contenta de sourire. Mais rien de tout cela n'avait d'importance le jeudi, tout s'écroula. Le ciel était couvert cet après-midi-là, d'un gris épais qui enveloppait tout d'un silence pesant. Avery venait de terminer une longue séance de soutien scolaire au centre et s'arrêta au Jefferson Street Market, une épicerie du coin à 2 pâtés de maison de chez lui. Il parcourut les allées avec une mémoire musculaire, prenant un jus d'orange, le préféré de Myla, et une boîte de céréales, celle avec l'ourson de dessin animé qui la faisait toujours rire. Il fit la queue, salua poliment Madame Kinner derrière le comptoir et sortit juste au moment où les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. C'est alors qu'il l'entendit. Des cris, un fracas, puis le hurlement strident d'une sirène fendant l'air. Avery tourna instinctivement la tête vers le bruit. De l'autre côté de la rue, une foule se formait devant Donnelly's Pawn and Trade, une boutique encombrée à laquelle Avery prêtait rarement attention. Les gens pointaient du doigt, criaient. Quelqu'un avait cambriolé l'endroit, rapide, chaotique et audacieux.
Un homme aurait couru par derrière avec un sac et un pied de biche. Des voitures de police dérapèrent dans la rue. La foule s'est dispersée. Avery n'eut même pas le temps de digérer la scène qu'il sentit des mains le pousser par derrière. Il trébucha, le jus lui coulant des doigts et se brisant sur le trottoir mouillé. Un genou lui enfonça violemment le dos, le clouant au sol. Du gravier lui mordit les paumes. Quelqu'un lui tira les bras derrière lui, brusquement et fermement. Il essaya de parler, mais la boue lui emplit la bouche. La voix au-dessus de lui était familière à tous ceux qui vivaient à Eastbridge depuis assez longtemps. Le sergent Clédonel. Son ton était suffisant, désinvolte, comme si c'était la routine. « Ils tenaient leur homme », affirma-t-il. Il l'avait pris en flagrant délit. Avery tenta de s'expliquer. Il cria qu'il revenait du centre communautaire, qu'il avait des témoins, qu'il n'avait rien à voir avec ce qui venait de se passer. Mais Donnell ne répondit pas. Son partenaire, l'agent Mercle, se tenait à quelques mètres de lui, griffonnant dans un carnet, sans lever les yeux. Les passants restèrent silencieux, incertains. Quelques-uns avaient filmé l'arrestation, mais la plupart baissaient leur téléphone lorsque Donnell les regarda. Le message était clair. Silence. Sinon, Avery fut poussé à l'arrière d'une voiture de police. Ses poignets lui faisaient mal. Ses genoux étaient écorchés à vif. Son esprit s'emballait tandis qu'il regardait par la fenêtre, observant le jus d'orange se répandre sur le trottoir, se mêlant à la pluie et aux éclats de verre. Au poste, les questions furent brèves, saccadées et partiales. Avait-il un casier judiciaire? Non. Possédait-il un sweat à capuche noire? Non. Était-il près du prêteur sur gage plus tôt? Il était passé devant. Résistait-il? Non. Comprenait-il les accusations? Non. On lui prit les empreintes digitales, on le photographia et on le plaça dans une cellule de détention provisoire avec une lumière vacillante et une odeur de moisi. Les heures passèrent. Lorsque sa mère arriva enfin, sa voix était brisée par la confusion et la peur. Il n'avait pas le droit de se voir. Le lendemain matin, les accusations furent portées, vol à main armée, agression avec arme mortelle et résistance à l'arrestation. Les images de vidéosurveillance qui auraient pu prouver son innocence avaient mystérieusement disparu. Une commerçante locale qui l'avait vu entrer au marché quelques instants avant le braquage a déclaré plus tard ne pas être sûre. Et l'employé qui avait enregistré l'achat d'Avery, il avait été interpellé et soudainement devenu injoignable. Un à un, chaque fil conducteur de la vérité commença à se défaire. L'avocat commis d'office d'Avery le rencontra une fois avant l'audience. Un homme d'une quarantaine d'années, fatigué, avec une tache de café sur la chemise et une mallette débordante, parcourut le dossier en se massant les tempes. Son conseil ne tarda pas à lui parvenir. Plaider coupable. C'était plus sûr ainsi, plus rapide, moins douloureux. Avec le juge assigné à l'affaire, riposter ne ferait qu'empirer les choses. Avery refusa. Il refusait d'admettre ce qu'il n'avait pas fait. Le défenseur soupira, se détournant déjà. Il avait vu cela trop souvent. Des enfants comme Avery ne gagnaient pas face à ce genre de système. De retour dans sa cellule, Avery était assis au bord du lit, les yeux rivés au sol. Il repensait au rire de Myla, aux mains de sa mère, à la lettre d'Howard encore collée au réfrigérateur. Il repensait aux enfants du centre, attendant qu'ils reviennent lui expliquer à nouveau les décimales. Il pensait à l'équité, à tout ce en quoi il croyait. Ce qu'il ignorait, ne pouvait pas encore voir, c'était le mur de pouvoir qui s'élevait silencieusement contre lui, parce que le sergent Donnell n'était pas un simple officier. Il était protégé. Et l'homme qui supervisait le procès d'Avery, le juge Hal Brenner, était surnommé, dans les chuchotements et à huis clos, le marteau. Au cours des 10 dernières années, pas un seul accusé noir n'était sorti de sa salle d'audience acquitté. Il se targuait d'être ferme envers la criminalité, mais d'autres le voyaient différemment. Des préjugés, des peines disproportionnées, des preuves clés fréquemment écartées lorsqu'elles favorisaient la défense. Et au fond,
sous la toge et le marteau. Brenner croyait que certains jeunes étaient simplement nés coupables. Avery l'ignorait. Pas encore. Mais bientôt il le saurait. La salle d'audience était plus froide que dans ses souvenirs. Non seulement le froid de la climatisation qui ronronnait au-dessus de sa tête, mais le poids du silence et de l'indifférence qui semblait s'installer dans chaque recoin. Les murs, tapissés de lambris ternes et de lumières vacillantes, donnaient à l'espace des allures de salle d'attente du désespoir plutôt que d'un lieu où la vérité était censée éclater. Il était assis à la table de la défense, vêtu d'un costume gris qui ne lui allait pas tout à fait, les manches trop longues, les épaules trop serrées. Ses mains reposaient sur ses genoux, les doigts serrés, ne tremblant que lorsque personne ne le regardait. L'avocat commis d'office à ses côtés feuilletait ses notes en soupirant. De l'autre côté de la salle, l'équipe de l'accusation se tenait haute et bruyante, s'agitant comme si elle connaissait déjà la fin. Leurs voix résonnèrent dans la salle, tandis qu'ils dressaient un portrait qui ne ressemblait en rien à l'Avery que sa mère connaissait. Ils le qualifiaient de bombe à retardement, de solitaire qui craquait sans prévenir. Ils employèrent des mots comme agressivité, instabilité et accès de colère. Des termes qui n'avaient jamais touché la vie d'Avery. Aucun mobile ne fut avancé, aucune empreinte digitale ne le reliait à l'arme, aucune arme ne fut même retrouvée. Mais ils ne trébuchèrent pas. Ils avancèrent avec assurance, s'appuyant sur la peur qui accompagnait le fait de présenter un jeune garçon noir comme dangereux. Chaque fois que l'avocat d'Avery tentait de soulever une objection ou de critiquer la logique, le juge Brenner répondait par un léger hochement de tête ou un murmure discret concernant les convenances du tribunal. Il ne prit pas la peine de cacher son désintérêt. Lorsque la mère d'Avery monta à la barre, sa voix à peine assurée alors qu'elle racontait comment il était rentré chez lui quelques minutes avant l'arrestation, le juge se renversa dans son fauteuil, chuchota quelque chose à son greffier et rit. Ce son fut plus blessant que tout ce que l'accusation avait pu dire. Tandis que Regina Brooks plaidait pour l'avenir de son fils, celui qui décidait de cet avenir n'écoutait même pas. Avery resta immobile, le regard fixé devant lui, essayant de ne pas réagir. À l'intérieur, une tempête grondait. La confusion, l'incrédulité et la peur le tenaillaient, mais il savait que toute émotion serait retournée contre lui. Le procureur se tourna vers le jury et le désigna du doigt. Il affirma qu'Avery avait l'habitude de brouiller les pistes, que la vidéo manquante était étrangement opportune. L'absence de témoins signifiait une chose, l'intimidation. Chaque mot l'éloignait un peu plus de la vérité, et pourtant personne ne l'en empêcha. C'est alors qu'arriva Malik Freeman, un ami d'école à la voix douce, qui témoigna avoir eu un appel vidéo avec Avery au moment du braquage. Il tenta d'expliquer qu'il s'entraînait à des questions pour le programme d'été à Howard, qu'Avery était assis par terre dans sa chambre en jogging, sans fuir un prêteur sur gage. La défense présenta des captures d'écran de l'appel, horodatées et nettes. Mais le juge Brenner les rejeta d'un revers de main, les qualifiant de oui-dire peu fiables et irrecevables. Les captures d'écran furent rejetées. Malik se retira, les yeux écarquillés, se demandant comment une chose aussi honnête pouvait signifier si peu. Plus tard dans la journée, l'avocat commis d'office d'Avery murmura que le procès touchait à sa fin. Il semblait épuisé. Son costume était froissé, sa cravate de travers. Il ne fit aucune promesse, il n'offrit aucun espoir. Il ajusta simplement ses lunettes et marmonna qu'ils avaient fait ce qu'ils pouvaient. Avery observe le jury pendant les plaidoiries. Certains détournèrent le regard. L'une se rongea les ongles. Une autre fixa le procureur du regard, hochant lentement la tête. Une seule jurée, une femme aux cheveux argentés et aux yeux fatigués, sembla regarder Avery avec une pointe de regret, peut-être même de doute. Mais le doute ne suffisait pas. Puis vint le dernier matin. La salle d'audience était silencieuse, tendue. La mère d'Avery serrait son sac à main si fort que ses jointures en blanchirent. Myla n'était pas là. Regina avait choisi de la laisser chez une voisine, ne voulant pas qu'elle voie ce qui pourrait arriver. Avery se redressa, s'accrochant encore au mince espoir que la vérité triomphe,
que quelqu'un percevrait les lacunes de l'histoire, les preuves manquantes, le mauvais timing. Le juge retourna à son banc, sa robe traînant derrière lui comme une ombre. Il s'assit, ajusta le micro et hocha la tête. Le jury entra. Le président se leva, et le verdict fut lu, coupable de tous les chefs d'accusation. Les mots frappèrent comme un coup de massue. Avery cligna des yeux, incertain d'avoir bien entendu. Sa mère haleta, le son sec et étranglé, comme si on lui avait expulsé l'air de la poitrine. Elle se pencha en avant comme pour dire quelque chose, mais ne parvint pas à former les mots. Une larme glissa sur sa joue et atterrit sur ses genoux. « Et le juge Brenner ?» Il rit Ardo. D'abord faiblement, presque moqueur. Mais ensuite, il grandit. Un rire cruel et amer qui résonna sur les murs de la salle d'audience. Il secoua la tête, feignant la déception, et se pencha en avant. Un autre jeune homme prometteur, gâché, dit-il avec un soupir qui n'était pas réel, « La prochaine fois, ne gâche pas tout. » Puis, d'un geste dédaigneux, il prononça la peine. 15 ans de prison. Le marteau s'abattit comme un coup de feu. Regina s'effondra sur sa chaise. L'huissier s'avança vers Avery, les menottes aux poignets, lui tirant les bras derrière le dos comme s'il était déjà oublié. La salle d'audience se vida en silence. Les journalistes sortirent. L'équipe de l'accusation rangea ses affaires, échangeant poignées de main et hochements de tête discrets. Mais personne n'aurait pu s'attendre à ce qui se passa ensuite. Avery resta immobile, tandis que les menottes s'enclenchaient, l'acier froid mordant ses poignets. Ses pensées étaient confuses, oscillant entre incrédulité et engourdissement. Il entendit les mots « 15 ans », mais ils lui semblaient lointains, comme s'ils avaient été destinés à quelqu'un d'autre. Le garde à côté de lui parut agacé, impatient de le faire avancer. Puis, presque comme une réflexion après coup, il sortit un téléphone portable bon marché de sa poche et le fourra dans les mains d'Avery. « Tu as un appel », marmonna-t-il. Avery fixa le téléphone comme s'il allait le brûler. Son cœur battait la chamade. Il sentait à peine ses doigts. Tout autour de lui bougeait au ralenti. Le bruit des pas traînants, le grincement du banc, le léger claquement des talons d'une femme dans le couloir. Il ferma les yeux un instant, prit une inspiration et composa le numéro. Ça sonna une fois, 2 fois. Puis la voix répondit, ferme, calme et d'une puissance indéniable. « Oui, Avery. » Le son l'arrêta. Juste une seconde. « Grand-père, » dit-il d'une voix brisée. « Ils m'ont condamné. » Le juge Brenner rit. Il ne me laissa même pas entendre mon alibi. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, assez long pour serrer la poitrine d'Avery. Il pensa que l'appel avait peut-être été coupé. Peut-être que la voix, à laquelle il s'était accroché toute sa vie, ne répondrait pas cette fois. Mais la voix reprit. « J'arrive. » À cet instant, la salle d'audience, désormais presque vide, parut différente, comme si le froid de l'air avait changé, comme si quelque chose sous le plancher s'était mis à bouger. Car Marcus Holloway, l'homme qui avait autrefois appris à Avery à jouer aux échecs, qui siégeait en face des présidents et des sénateurs, qui s'était dressé devant la nation et avait promis des réformes, n'était pas seulement son grand-père. Il était procureur général des États-Unis. Et il venait d'être appelé au combat. 2 semaines plus tôt, tard dans la nuit, dans le silence de son bureau, le bureau de Marcus Holloway était enfoui sous un dossier scellé. À l'intérieur se trouvait une accumulation de rapports, plus de 50 pages, détaillant des pratiques inquiétantes au sein du système judiciaire du comté de Monroe. Des déclarations de témoins expurgés laissaient entrevoir des preuves fabriquées de toutes pièces. Des dossiers financiers suggéraient que des lobbyistes de prisons privées détournèrent de l'argent et des notes internes impliquaient le juge Al Brenner dans des accords secrets avec le parquet du comté. Des dizaines d'autres affaires partageaient un point commun troublant. Des preuves clés disparaissaient, des témoins intimidés et les arguments de la défense rejetés avant même le début du procès. Pourtant, rien n'avait jamais été retenu. Trop de personnes influentes protégèrent Brenner, ses alliés et les répercussions de leurs décisions.
Le cas d'Avery a atterri dans ce dossier parce qu'il était différent. Il n'était pas une simple statistique, un jeune noir parmi tant d'autres, emporté par un système qui posait rarement des questions. Marcus avait vu Avery grandir. Il l'avait raccompagné chez lui après les réunions du club de débat, avait corrigé ses brouillons de dissertation et s'était penché pour lui lasser les chaussures au camp de basket. Regina, la mère d'Avery, parlait de lui comme de son roc. Il était le 5e des 6 frères et sœurs de Marcus à quitter le lycée avec mention et le seul à être attiré par le droit. Lorsqu'Avery a confié ses rêves à Marcus, il s'est vu à cet âge, convaincu qu'un jugement juste valait plus que des verdicts. Or, ce rêve s'était brisé dans un tribunal où la balance avait déjà penché. Lundi matin, la vague s'est transformée en vague. Des quarts de reportage ont encerclé les marches de marbre du palais de justice du comté de Monroe, avant même le lever du soleil. Les chaînes de télévision diffusaient des images de journalistes et d'équipes, et des banderoles flottantes annonçaient l'arrivée de l'enquête du ministère de la Justice. À l'intérieur, l'ambiance était électrique. Des agents, munis de badges du ministère de la Justice, circulaient dans les couloirs en petits groupes déterminés. Le palais de justice, réputé pour son calme, vibrait comme une tempête sur le point d'éclater. Tard dans la matinée, tous les juges du comté furent informés. La salle d'audience du juge Brenner était placée sous surveillance fédérale. Fini les décisions individuelles, fini les preuves non examinées. Une nouvelle présidente arriva, la juge Rebecca Langston, une ancienne procureure de formation militaire, réputée pour ses enquêtes méticuleuses et son sens moral inébranlable. Elle entra dans la salle d'audience vêtue d'une robe sombre et l'air stoïque, sa présence attirant l'attention. Lorsqu'elle se présenta à la salle comble, elle afficha clairement ses intentions. Elle avait examiné le dossier d'Avery et relevé des incohérences flagrantes, des images manquantes, des témoignages contradictoires, des vices de procédure qui violèrent ses droits. Ce jour-là, elle rouvrit le procès avec une déclaration ferme. La procédure régulière serait respectée. La réaction fut immédiate. Le bois craqua tandis que les avocats s'agitaient sur leurs chaises. Le procureur, le visage pâle, fixait le banc. Avery, de nouveau enchaîné, se redressa. Regina essuya lentement ses larmes, une lueur d'espoir lui traversant les yeux pour la première fois depuis des jours. Le rire de Myla était lointain, mais pour une fois, il n'était pas éteint. La nouvelle se répandit rapidement. Le sergent Clay Donnell, autrefois convaincu de la condamnation d'Avery, tenta de quitter l'État. Il acheta un aller simple sous un faux nom et tenta de se faufiler à l'aéroport sans autorisation officielle. Des caméras de sécurité et des agents fédéraux l'interceptèrent juste avant qu'il ne passe le contrôle des passeports. Donnell fut reconduit au tribunal, menotté, le visage empreint de désespoir et de défi. La pression sur les forces de l'ordre s'intensifia. Un après-midi, l'agent Bradley Kemp, assis dans une petite salle d'interrogatoire grise, finit par craquer. Au début, il croisa les bras et nia tout. Puis, face à la montagne de preuves, il offrit ce que les enquêteurs espéraient. Il admit avoir caché le portefeuille d'Avery dans la voiture de police et avoir blanchi les rapports de Donnell de toute incohérence. Il décrivit les pressions exercées par Donnell, lui promettant que s'ils obtenaient de nouvelles condamnations, le juge Brenner insisterait pour obtenir sa promotion. La voix de Kemp tremblait lorsqu'il déclara avoir obéi aux ordres, mais qu'il n'en pouvait plus. Les rapports manuscrits, les messages téléphoniques et la bande de la promesse officielle le confirmèrent, brisant ainsi la façade d'impartialité. Pourtant, le coup le plus dur l'attendait. Dans une petite salle d'épreuve, une équipe de spécialistes de la police scientifique a épluché des empreintes digitales sur un disque dur de sauvegarde étiqueté « Prêteur sur gage 5-9 ». Ils ont travaillé sous des lumières fluorescentes et le bourdonnement des ventilateurs d'ordinateurs. Un logiciel de récupération de données a parcouru les fichiers effacés, ligne par ligne, jusqu'à ce que la vidéo apparaisse enfin. Le suspect sur la vidéo a franchi le seuil du prêteur sur gage à l'heure précise du braquage. Il était grand, au moins 15 cm de plus qu'Avery. Son visage était masqué par une capuche,
mais sa barbe et son tatouage dans le cou étaient visibles lorsqu'il se retournait sous une lumière vacillante. La personne sur la vidéo ne ressemblait en rien à Avery, aucune ressemblance de posture, de taille ou de corpulence. Les analystes ont zoomé, mesuré la longueur des foulées et recoupé les tatouages locaux. Chaque point a confirmé la même vérité. Avery ne pouvait pas se trouver dans ce magasin à ce moment-là. Lorsque le juge Langston a présenté les images récupérées en audience publique, le silence s'est installé. Le jury s'est penché en avant, les yeux écarquillés. Regina s'est couverte la bouche des deux mains. Avery sentit sa poitrine se serrer, tandis que les larmes lui montaient aux yeux. Mais il ne céda pas. Il murmura simplement d'une voix basse, marquée par le poids de son âge. « Je vous l'avais dit. » Douces mais puissantes, ces paroles exprimaient à la fois l'incrédulité, la justification et l'épuisement. La salle retint son souffle. Le cabinet du juge n'avait pas connu un tel moment depuis des décennies. Ce soir-là, Avery quitta le palais de justice sous bonne garde. Son sort désormais suspendu à l'approche du nouveau procès. Il croisa des journalistes, leurs appareils photo brillants, suspendus à la main comme des oiseaux en attente, et s'autorisa à goûter aux prémices de la justice. Malgré les entraves et la fatigue, il se sentait plus libre qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Dehors, une brise caressait quelques feuilles mortes sur la pelouse du palais de justice. De l'autre côté de la rue, une banderole, devant les véhicules du ministère de la Justice, arborait silencieusement son logo. Justice under law. Derrière lui, des pas résonnaient, comptés, réfléchis, résonnant vers l'avant. Le palais de justice était bondé. À l'aube, les rues s'étaient transformées en une marée humaine déchaînée. Des manifestants brandissaient des pancartes dans le ciel gris acier, scandant des slogans pour la justice, pour la vérité, pour le garçon qu'ils croyaient trahi. Des bus des villes voisines se garaient aux abords de la foule, déchargeant d'autres personnes, militants, étudiants, ministres du culte, vétérans d'autres manifestations. Chaque recoin du trottoir était bondé. Les barrières policières s'efforçaient de contenir le mouvement. Des hélicoptères de reportage tournoyaient au-dessus, projetant de longues ombres sur les marches de marbre. L'odeur de la pluie flottait dans l'air, mais personne ne broncha. Ils étaient venus pour un verdict, et ils ne partiraient pas sans. À l'intérieur, la tension était palpable dans la salle d'audience. Chaque siège était occupé, chaque mur tapissé de corps serrés, les uns contre les autres. Des journalistes étaient assis coude à coude, avec des étudiants en droit griffonnant sur des blocs-notes. Des familles observaient, les sourcils froncés, et des agents en costume noir scrutaient la salle d'un œil calculateur. Des observateurs fédéraux avaient été dépêchés de Washington 2 nuits plus tôt. Leur présence n'était pas seulement symbolique, c'était un avertissement. Des caméras étaient discrètement installées dans les coins. Des retransmissions en direct étaient diffusées sur les télévisions du pays entier. Avery Brooks était assis à la table de la défense, flanqué de son avocat, et encore plus près de lui par l'anxiété. Il portait le même costume que depuis le premier jour, nettoyé et repassé, mais désormais plus ample au niveau des épaules. Il n'avait pas beaucoup dormi, mais il n'avait pas l'air fatigué. Il avait l'air déterminé. Myla était assise juste derrière lui, les mains jointes, les jointures pâles. À côté d'elle, Regina serrait une petite photo d'Avery enfant, les bords usés, ses lèvres remuant silencieusement à chaque prière dont elle se souvenait. Le juge Langston entra par la porte latérale, sa robe impeccable, le pas posé. Il marqua une pause en atteignant le banc, scrutant lentement la salle, son regard s'arrêtant un bref instant sur Avery. Il n'y eut pas de coup de marteau, pas de préambule. Il se tenait droit. Ce tribunal déclare Avery Brooks non coupable de tous les chefs d'accusation. La salle explosa. Ce ne fut pas seulement des acclamations, c'était un coup de tonnerre d'émotion. Un mur de son se déchaîna. Les journalistes se bousculèrent. Halètements et sanglots parcoururent la galerie. Regina s'effondra en avant, les épaules tremblantes de façon incontrôlable.
Maïla tendit la main par-dessus l'allée et attrapa le bras de son frère, sans même se rendre compte qu'elle pleurait. Avery resta immobile sur le cou. Il fixait le vide, respirant faiblement, les yeux écarquillés, comme s'il attendait que quelqu'un corrige l'instant, le défasse. Mais il tenait bon. Le verdict avait été réel. Et pourtant, justice n'avait pas été rendue. Pas vraiment. Car à l'extérieur de la salle d'audience, dans le couloir juste derrière les doubles portes en chêne, deux silhouettes en costume sur mesure se tenaient figées, tandis que les agents fédéraux entraient. Donnell, autrefois suffisant et invincible, était adossé au mur, le visage pâle et indéchiffrable, tandis que les menottes s'enclenchaient. Le juge Brenner, le visage rouge et en sueur, tenta de parler, mais sa voix fut noyée par les flashs des appareils photo et le brouhaha croissant des journalistes. On leur lut leurs droits devant une douzaine d'objectifs, et ils furent arrêtés pour des accusations fédérales. Obstruction à la justice, complot et multiples violations des droits civiques. Aucun des deux hommes ne résista. Peut-être comprirent-ils que c'était déjà fini. Peut-être comprirent-ils que la salle d'audience était devenue un lieu qu'ils ne contrôlèrent plus. De retour à l'intérieur, les cris de joie s'estompèrent pour laisser place à une réflexion silencieuse. Avery se tourna vers sa mère et sa sœur et les serra dans ses bras. Regina ne pouvait s'empêcher de l'embrasser sur le front. Maïla ne disait rien. Elle n'y était pas obligée. Tout ce qu'ils avaient enduré, toutes les nuits où ils avaient pleuré. Plus tard dans la semaine, sous la douce lumière des projecteurs du studio, il se tenait aux côtés de son grand-père, un homme qui avait autrefois marché aux côtés de King, qui avait vu des chiens, des lances à incendie et des poings utilisés pour réduire au silence des garçons qui ressemblaient à son petit-fils. Le monde regardait à nouveau, mais cette fois, pas pour condamner. Cette fois, ils écoutaient. « Le système m'a laissé tomber », dit Avery d'une voix ferme, immobile. « Mais je ne suis pas brisé. Je vais faire du droit, non pas pour échapper à ce qui m'est arrivé, mais pour changer les choses pour le jeune suivant. » Son grand-père hocha la tête à côté de lui, la fierté lui gonflant la poitrine, le regard embué mais perçant. L'animateur ne l'interrompit pas. Personne n'osa. Cette interview devint le segment le plus visionné du mois, partagé sur tous les réseaux sociaux, imprimé dans les journaux de tout le pays, rediffusé dans les salles de classe, les églises et les centres communautaires. Ce n'était pas seulement une histoire, c'était un miroir, tendu à une nation qui se demandait encore qui elle était et qui elle prétendait être. Mais lorsque l'écran s'est éteint, de lourdes questions ont plané dans le silence qui a suivi. Combien d'Avery étaient encore enfermés? Combien de garçons n'avaient pas d'appareil photo, pas de foule, pas de grand-père à la mémoire longue et aux voix plus fortes? Et combien de juges riaient encore à huis clos, écrivant des avenirs à l'encre qui effaçait l'innocence? Dans le comté de Monroe, les conséquences ont été rapides. Une commission spéciale du ministère de la Justice a commencé à passer au peigne fin chaque dossier traité par le juge Brenner au cours de la dernière décennie. Sa salle d'audience, autrefois considérée comme une voie rapide pour les condamnations, ressemblait désormais davantage à un cimetière de chances volées. Une à une, les familles se sont manifestées, les dossiers ont été rouverts, les témoignages réexaminés. Les avocats qui craignaient autrefois des représailles pouvaient désormais s'exprimer librement. Donnell a démissionné avant d'être officiellement renvoyé, mais cela ne l'a pas sauvé. Les enquêteurs fédéraux ont découvert des courriels, des téléphones prépayés, des paiements secrets. Des rumeurs d'un réseau plus profond commencèrent à émerger. Juges, policiers, lobbyistes, tous liés par un réseau discret de profits et de préjugés. Quant à Avery, il ne disparut pas. Il visita des écoles, assista à des séminaires juridiques, écrivit des lettres à d'autres adolescents condamnés à tort. Il ne prétendait pas avoir toutes les réponses, mais refusa de se taire. Il raconta son histoire non pas en victime, mais comme un avertissement, un appel à l'action. Tout le monde ne l'écouta pas. Certains continuèrent d'insister sur le fait qu'il avait eu de la chance, qu'il avait joué avec le système,
que la justice avait été manipulée par l'émotion. Mais ces voix se faisaient plus discrètes, éclipsées par la vérité indéniable. Le système n'avait pas seulement échoué, il avait conspiré. Et pourtant, dans d'autres comtés, dans d'autres tribunaux, la machine continuait de tourner. Ainsi, lorsque l'interview prit fin, lorsque les applaudissements cessèrent et que les caméras s'éteignirent, ces derniers mots restèrent gravés dans la mémoire de tous les spectateurs, non pas comme une conclusion, mais comme un défi. Combien d'Avery étaient encore enfermés et combien de juges riaient encore? Dans les villes et villages du pays, les gens ont commencé à se poser davantage de questions. Les conseils scolaires ont demandé des audits des contrats avec les centres pour mineurs. Des bureaux de vote ont fleuri devant les églises. Les organisations de défense des droits civiques ont étendu leur influence. De jeunes hommes noirs sont entrés dans les palais de justice non seulement en tant que défendeurs, mais aussi en tant qu'assistants juridiques, stagiaires, futurs avocats. Car ce qui s'était passé dans cette salle d'audience ne se résumait pas à un seul verdict. C'était une rupture. Un moment où la façade s'est fissurée et où quelque chose de plus brillant, de plus dangereux, de plus porteur d'espoir a brillé. La justice avait parlé, et cette fois, elle a répondu.